Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de votre magazine Kiosque de ce vendredi 30 janvier 2026, le dernier numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis toute la semaine. Et bien, nous sommes à la fin de la semaine de votre magazine Kiosque. Bon début de week-end pour tous ceux qui nous suivent en République démocratique du Congo, en dehors du pays également. Merci de faire confiance à votre magazine Kiosque pour les analyses sur l'actualité en RDC et partout ailleurs. Alors ce matin, nous avons retenu deux sujets. C'est l'entretien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu hier avec un panel de facilitateurs de l'Union africaine. La question de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac était au menu. Peut-on parler d'une nouvelle dynamique de médiation? Quelles sont les attentes par rapport à ces anciens chefs d'État? Parce que la délégation est composée des anciens chefs d'État africains, notamment de l'Éthiopie, du Botswana, de la République centrafricaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce panel des anciens chefs d'État africains pour le retour de la paix à l'Est? Vous aurez des analyses de nos invités à ces sujets. À Kinshasa, en tout cas, on en parle, est-ce que c'est vrai ou pas? Bien, nous allons tout de même aborder le sujet, le remaniement. Les remaniements du gouvernement, sont de l'agitation du côté des différents ministères. Est-ce que, qu'est-ce que ce nouveau remaniement va apporter par rapport à tous les maux qui rongent la République démocratique du Congo? Avec cette question, un nouveau gouvernement, pourquoi? La réponse, vous aurez avec nos invités. Nous allons aborder la question du dialogue. Eh bien, merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision. Nous avons trois invités ce matin. Isaac Ngwenza, Confiance Kiawete et Benoît Guélor Toumba. Isaac Ngwenza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour aussi à tout le monde qui adore Kiosque. D'entrée de jeu, je voudrais juste rappeler aux autorités d'imposer l'ordre public et la sécurité des personnes et leurs biens. La scène que je viens de voir hier au rond-point, comment on appelle ça, magasin Gitambo, où un combat sanglant entre deux personnes, un motard et un taximène, se battant en public, les gens en train de filmer. Moi j'étais là, et un policier arrive aussi, lui aussi observe comme tout le monde, et après le motard dit ah, on t'a gagné, et puis bon, le taximène entre, pardon, deux personnes qui perturbent l'ordre public, pas la nuit, la journée, au vu au su de tout le monde, mais l'État n'a pas pu les arrêter. C'est ce qui m'a choqué. Il faut vraiment dans des endroits pareils tels que Magasin Gitambo Victoire, là où il y a mouvement de personnes, on doit avoir des policiers. J'étais indigné. Donc c'est comme s'il n'y avait rien. Deux personnes qui se battent et puis des adultes. Pendant au moins 5-10 minutes, les gens on filme et tout là, et puis ils n'étaient pas arrêtés. C'est ce qui m'a un peu choqué. Vous avez été choqué? Très choqué. Je ne peux pas imaginer ça dans un autre pays. Voilà. C'est un peu ça. Merci. Benoît Guélor Toumba. Oui, bonjour Madame Gisèle, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour également à tous les Congolais qui pourront nous suivre ce matin. Très honoré d'être ici sur ce plateau de kiosque, tant attendu. Mais quand même, de cet honneur, je vous en remercie. Mais j'aimerais quand même dénoncer des choses que j'ai constatées hier. Je l'ai dit, sous le contrôle du gouverneur Daniel Bumba, je l'avais prévenu d'ailleurs, que les 3000 personnes ont été formées où? Pour qu'ils exécutent l'ordre de la province. Ce qui s'est passé hier, au croisement des avenues boulevard du 30 juin et Willery, ces gens-là se bagarrent avec des chauffeurs, en attendant de leur service, avec des tiraillements. On doit s'attendre au coup fantôme dans la longue. Puisque le gouverneur, on l'avait dit que non 3000 personnes seront sur les chaussées et afin de régulariser les mesures. Mais ces gens-là seront payés sur quelle ligne budgétaire?
Vous avez vérifié, vous êtes allé à la source. Moi, je pose que des questions. S'ils sont payés ou pas. Ils seront payés sur quelle ligne budgétaire? Est-ce que l'Assemblée provinciale avait établi qu'il y aura autant de personnes qui vont exécuter telle fonction et par la suite ils seront rémunérés? Puisque moi je suis allé auprès d'un député, que je ne citerai pas les noms, ça ce sont leurs arrangements, on va voir la suite. Mais ces gens commencent à se comporter, c'est comme s'ils sont de policiers qu'on s'attendait dans les jadis, que les policiers sont là, ils ne sont pas formés. C'est qu'on demande au gouverneur de la ville, avec son équipe, veillez à indiquer ces agents, les 3000 agents que vous avez lancés pour exécuter l'ordre donné, ces gens ne se comportent pas mieux. Nous ne voulons pas que demain ou le lendemain, que ce soit les motocyclistes et ces agents, et plus par, nous ne savons pas qu'ils sont combien et à quel site. À Huilery, j'ai eu à compter 10 personnes. Ici, devant la chancellerie, 8 personnes. Vous arrivez vers 24, 15 personnes. Finalement, avec 3000 personnes, la capitale, 24 communes, est-ce que Daniel Bumba est sérieux avec son gouvernement provincial? Le problème, c'est quoi? Alors, le problème avec moi, ce sont ces agents ou bien ce sont les conducteurs de véhicules qui n'ont pas payé ces taxes. Hein? Il pose un problème organisationnel. Organisationnel. Ah oui, normalement. Puisque moi, je ne peux pas encore bouger les chauffeurs et les conducteurs. Ouais. D'abord, les agents. Parce qu'eux-mêmes doivent d'abord prêcher par l'exemple. Et comment ils arrivent et se bagarrent avec les chauffeurs pendant qu'ils sont là pour faire exécuter l'ordre donné? Est-ce que les chauffeurs ont les documents? Oui. Les documents sont presque 5 documents. Et on impose à l'un et l'autre d'acheter l'assurance, et quelque chose qui dépend de la volonté d'une personne à l'autre. Alors ce qu'on demande aux autorités de la ville est que veillez donner l'ordre clair, des orientations claires à ces agents pour qu'il n'y ait pas des querelles entre les motocyclistes, puisqu'ils se préparent déjà. Ils se préparent que non, avec ces agents, lorsqu'ils vont entamer la procédure pour contrôler les documents des motocyclistes, ils doivent payer le prix. Alors c'est les prix là que nous ne voulons pas, pendant que nous sommes agressés à l'Est et autre chose, la famine et autres, nous attendons qu'il y ait quand même des résolutions de ces côtés-là. Donc c'était un discours que je devrais directement lancer par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Voilà, merci Benoît Guilor. Confiance Kiawete. Bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui nous sommes le 30. Je vous présente aussi mes vœux le meilleur parce que c'est merci. Merci à vous aussi. Également, je salue de nombreux téléspectateurs, mais aussi auditeurs du kiosque. Je leur souhaite également mes vœux à eux. Madame, je voudrais parler de quelque chose parce que dans le quartier Mombele actuellement, il y a le phénomène Koulouna qui bat son plein, donc qui a repris pratiquement ou qui est en train de s'intensifier là sur place. Mais j'ai vu, je voudrais saluer ici un monsieur, un jeune, je cite là Géco Béa. Pourquoi je l'ai salué? Parce que je l'ai vu organiser au centre culturel de Lemba, sous-région là, centre franco-congolais bien sûr. Il a organisé un tournoi de judoka entre sportifs, entre les judokas de Barumbu et ceux de Lemba. L'activité s'est déroulée comme ça sans incident. Du coup, ça m'a rappelé une chose. Quand on grandissait, ces genres d'activités, on le voyait souvent. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'organiser comme ça une activité entre sportifs, une activité de sport au niveau de la cité sans qu'il y ait incident. Voilà pourquoi je demande aux autorités de pouvoir le soutenir, lui doter de moyens, parce que je pense le phénomène Koulouna a une manière de lutter contre ça et aussi l'encadrement des sportifs. Si aujourd'hui on réussit à unir les sportifs autour d'une idéal, quelconque autour de l'amour du pays, on réussit pratiquement à unir les sportifs, que nous puissions revivre des compétitions sportives qu'on revivait en son temps. Je pense que ça va quand même impacter sur le phénomène Koulouna aujourd'hui, parce que quand se le dit aujourd'hui, madame, il est même très difficile d'organiser ne fût-ce qu'un tournoi de football dans nos cités sans qu'il y ait un incident. Donc je pense, avec cette pratique-là, si également les autorités peuvent soutenir ces jeunes-là, je pense, avec la maîtrise qu'il a,
parce qu'il a quand même réuni des sportifs sans qu'il y ait incident. Je pense qu'on doit quand même trouver gain de cause, madame. Voilà, merci Confiance. Alors, dans notre premier sujet, nous parlons de facilitateurs de l'Union africaine, panel de ces médiateurs de l'Union africaine qui ont rencontré hier le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. La paix à l'Est était au centre de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation menés par l'Union africaine pour mettre fin aux violences persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Isaac Ngwenza, les Africains s'en mêlent. C'était composé des anciens chefs d'État, de Catherine Samapanza et autres. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle dynamique de médiation après Doha, mais Washington? Vous appelez ça une nouvelle dynamique de négociation ou de la diplomatie? C'est pas ça. C'est juste la continuité de la politique diplomatique que Tshisekedi a engagée dès qu'il est au pouvoir. Je tiens à rappeler à l'opinion que dès que Tshisekedi a accédé à la tête du pays comme président de la République, son plus gros fardeau, la promesse qu'il a promise à la population, c'était de mettre fin à la guerre, à tout point de vue. Je me rappelle en 2019, janvier, il prête serment, au mois de juin, il a effectué une visite de travail à l'Est pour remercier ses électeurs. Tshisekedi est arrivé à Béni. Il a fait une déclaration qui a conduit le pays à la situation qu'on a aujourd'hui. Il a dit « trop, c'est trop. Cette guerre à l'Est doit s'arrêter, même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. » Ça veut dire pour le président Tshisekedi, pour la paix, il n'y a pas à négocier. À tout point de vue, on doit arriver à mettre fin à cette guerre. C'est ce qui a justifié, Madame Gisèle, même l'adhésion du pays à l'EAC, que beaucoup de gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, pendant 18 ans du règne de Kabila, il n'a pas adhéré le pays à l'East African Community, EAC. Mais Tshisekedi arrive, la RDC adhère à l'EAC. Malheureusement, je l'ai toujours dit, ce que je condamne, ou ce que j'ai toujours condamné à notre gouvernement, c'est un déficit accru de communication. On ne communique pas. En fait, où on communique mal. Parce que normalement, Tshisekedi a juré que la guerre doit s'arrêter. Même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. Donc si, en adhérant à l'EAC, ça devait mettre fin à la guerre, on ne pouvait que le faire. C'est la raison pour laquelle la RDC a adhéré à l'EAC. Si vous connaissez la charte de l'EAC qui est en anglais, j'ai la chance d'être anglophone, je le lis chaque jour. La charte de l'EAC stipule que lorsqu'un État de l'EAC est en difficulté, toutes les forces de la région se convergeront pour imposer la paix dans cet État-là. C'est le sens de notre adhésion à l'EAC. Je crois Somalie aussi a adhéré à l'EAC à cause de ça. Mais le gouvernement n'a pas expliqué à la population EAC c'est quoi, même sa charte. Le gouvernement n'a pas expliqué à la population que l'EAC a tendance à devenir un seul pays. République fédérale de l'Afrique de l'Est. Voilà. Maintenant, nous sommes ici avec ces facilitateurs. Je suis en train d'arriver. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'on a vu les médiations, la médiation de Doha, voilà. Washington, qui a même suscité l'espoir. Regardez, aujourd'hui, on voit maintenant, vous voyez l'implication de plusieurs pays. Je vais t'expliquer. Les anciens chefs d'État africains, oui. Peu importe, que ce soit ancien chef, que ce soit nouveau chef. Mais comment, je vais vous expliquer comment maintenant on a tendance à extendre l'appui aux interventions africaines. C'est à cause des revendications de Paul Kagame. Je vous ai dit l'autre fois ici au kiosque ou dans une autre émission que les revendications des agresseurs rwandais à l'Est, ça change dans les temps et dans l'espace. La première fois que le M23, les Tutsis rwandais, ont pris les armes ici pour réclamer je ne sais pas moi quoi, ils disaient qu'ils ont pris des armes parce que la communauté Tutsi qui vit en RDC est en danger. Donc ils ont pris des armes pour protéger les Tutsis qui sont au Congo. Donc c'est une crise, c'est un problème identitaire. Lorsque le gouvernement a réussi à démontrer à l'opinion qu'aucun Tutsi est en danger au pays, avec le temps et dans l'espace, ils ont changé de narratif. C'était maintenant quoi?
ils ont pris des armes parce qu'il y a des FDLR ici. Tant qu'il y a des FDLR sur notre territoire, le régime Paul Kagame va utiliser la méthode défensive. C'est-à-dire qu'il va maintenir leurs militaires ici pour empêcher que les FDLR ne puissent pas les attaquer. On leur démontre aussi par A plus B que les FDLR n'existent pas. C'est un faux fouillant, c'est une tergiversation, c'est juste un cheval de Troie parce que si les FDLR pouvaient exister ici, chaque fois que les Tutsis ont pris le pouvoir à partir de 1996, ils les ont exterminés. Actuellement, si on pouvait avoir des FDLR, je crois, le moins âgé peut avoir plus de 50 ans. Donc ils sont plus nocifs. Maintenant, quand on a aussi démontré au Rwanda que le problème des FDLR est un Coréen info, Kagame a sorti maintenant sa dernière calibre. Les terres. C'était quoi? Il dit le vrai problème de l'Est, c'est au-delà de ce que vous imaginez. Et il a fait cette déclaration pour la première fois au Bénin. Il dit le problème à l'Est du pays, à l'Est de la RDC, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. La vérité, c'est que les colons belges ont octroyé certaines terres congolaises et rwandaises à la RDC. C'est pourquoi ils ont pris des armes. Alors, quelle est ça la vérité? J'arrive, j'ai eu une minute seulement. Si c'est ça la raison qui a guerre à l'Est, c'est parce qu'il y a des terres rwandaises que les colons belges avaient cédé à la RDC. C'est pour cette raison que nous avons le M23 et tout là. Cela veut dire que le M23 n'est pas un mouvement congolais, c'est un mouvement rwandais pour réguler les terres de Rwandais. Tantôt ils disent non, c'est un problème de Congolais, ce sont des rebelles. Non, ils ne sont pas des rebelles. Maintenant les choses sont claires, que tous les conflits qu'on a connus à l'Est, c'est sur le Rwanda, prétextant récupérer des terres congolaises. Et à Doha, le M23 et AFC réclament qu'ils gèrent Bukavu et Goma pour 10 ans, pendant 10 ans. Alors par rapport à tout ça, maintenant là, on amène le problème en Afrique pour rappeler à Kagame, peut-être vous n'étiez pas là, il y avait aussi les anciens. En 1963. Ces anciens là, ces chefs d'État qui sont venus ici, ils étaient en 1963 là. Non, je dis en 1960, après la décolonisation ici en Afrique, 63, les pays africains ont ratifié le traité de l'OIA. Le traité de l'OIA stipule clairement que toutes les frontières, telles que léguées par les colonisateurs, sont intangibles. On devait rappeler à Kagame que problème des terres, ça ne peut pas être une solution. Mais parce que si on va au dialogue, où on doit dialoguer, où on cherche des solutions diplomatiques, c'est pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur un point. Alors, alors ma question, Isaac, oui, vous êtes en train de vous répéter, d'expliquer comment c'est les revendications du Rwanda. Maintenant, là, nous sommes en train de parler des facilitateurs de l'Union africaine. Vous avez dit qu'ils sont venus là pour contrer le Rwanda. Ils vont faire quoi? Contrer, c'est-à-dire là, parce que le Rwanda pose le problème des terres, non? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montrent au Rwanda que le problème des terres est aberrant. Ça ne peut pas marcher parce que la limite que le colon avait donnée à chaque pays en Afrique ici, le traité de l'OIA de 1963, Rwanda aussi a ratifié. Non, c'est ça, ces Africains ils vont le dire. Mais c'est l'Afrique. Les Africains à Washington. Washington, c'est autre chose. Maintenant, ils réclament des terres. Comme ils réclament des terres, on doit aussi le prouver que ça n'arrivera jamais. Ce sont les Africains, ces chefs d'État qui vont le dire. C'est pas la Belgique qui a été, vous parlez de 1885, là où il y a eu partage, ce sont les Africains. 1885, il y a eu partage de l'Afrique. 1885, la RDC, dans sa superficie de 2 340 000. On a retiré à la Belgique alors? Non, ce n'est pas la Belgique. Les Africains. 1885, le Rwanda était une colonie allemande. Rwanda, Burundi et Tanzanie. Oui, je comprends. Cette histoire-là, qui va la raconter? Ces Africains qui sont venus voir le chef hier. C'est une sollicitation d'un appui africain. Faire comprendre à Kagame que si telle est la logique, mais demain, ça soit aussi peut s'élever et dire que l'Ouazi, c'est mon pays. Et c'est ma terre. Donc, ces Africains qui vont arrêter ces ambitions expansionnistes du Rwanda. Soyez un peu plus clair. Si Kagame, ses intentions, il réclame des terres de la RDC, prétextant que c'était ces terres, on a octroyé ça en RDC. On va lui dire. On l'a, c'est qui? Les Africains. Oui. Si telle est la revendication, au Cameroun, on a aussi les mêmes problèmes. Nigeria, il y a le même problème. Le vrai problème, c'est quoi? On a réparti l'Afrique sur base des intérêts des colons. On n'a pas tenu compte
de réalité sociologique ou démographique ou de... Merci, vous avez pris votre temps d'antenne. Benoît Gaylor Toumba, en tout cas la préoccupation, c'est les attentes par rapport, quel est l'apport de ces Africains pour le retour de la paix à l'Est. On sait qu'on est allé à Doha, à Washington, ça semble pas totalement marché pour le retour de la paix. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, les anciens chefs d'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, Benoît Gaylor Toumba, alors qu'Isaac espère qu'ils vont pointer du doigt le Rwanda et tout va s'arrêter. Je pense qu'on doit prouver au Rwanda que les frontières africaines telles que léguées par les colons sont intangibles. Nous avons compris. Voilà. Merci madame. Je n'ai pas eu à comprendre mon co-débatteur. Même la question que vous lui avez posée, moi personnellement, je ne suis pas, peut-être les téléspectateurs peuvent en dire autrement. Moi personnellement, je n'ai pas compris, puisque la question était de savoir quel apport d'abord à ces facilitateurs. Puisqu'on a assisté à Doha, on a assisté à Washington, et aussi, est-ce qu'eux peuvent apporter quelque chose? Puisqu'il a entamé la question de la terre. S'il s'agirait de la question de la terre, cela ne reviendrait pas aux Africains, puisque là, il faut faire recours à la Belgique. Ce n'est pas la Belgique qui a réparti l'Afrique. Malheureusement, ce n'est pas la Belgique, c'est Berlin. Par rapport à l'histoire. J'ai dit par rapport à l'histoire. La Belgique n'a jamais réparti l'Afrique. Bon, Berlin. La RDC, c'est 1885. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut dire ce qu'on a dit clairement. C'est ce que j'ai dit. Berlin a donné la RDC avec sa superficie en 1885. 2 345 000 km². Le Rwanda à l'époque c'était des colonies allemandes. C'est après le traité de Versailles en 1919 qu'on a pris les colonies allemandes, après l'échec des Allemands. À la Seconde Guerre mondiale, on a pris Rwanda et Burundi, on a remis aux Belges, Tanzanie aux Anglais, et puis Namibie aux Anglais. Le débat c'est tout autour des chefs d'État. C'est pour montrer au Kagame que les frontières sont intangibles. Merci, d'accord. Merci. Allez-y. J'ai mon méthodologie de... Isaac. Absolument. Je sais que suite à cela, s'il vous plaît. Suite à cela, madame a récapitulé la question par rapport à l'apport des facilitateurs. Ici, nous sommes en face de quelqu'un d'abord qui n'est pas sérieux, Paul Kagame. On peut tout dire à la personne de Paul Kagame, lui-même, en l'observant comme ça, il n'est pas d'abord sérieux envers lui-même et envers les Rwandais. De deux, ici, la RDC fait face d'une guerre qui a longtemps duré. Et cette guerre est alimentée également à l'interne dans notre pays par les Congolais de mauvaise qualité, qu'a dit Delphin. On avance pour arriver aux Africains qui sont venus. Moi, j'appelle ces Africains qui sont venus à l'appui. C'est-à-dire quoi? Voilà, je vais m'expliquer. Ici, on nous a inventé d'abord, puisque je reviens à ce qu'avait dit le président de la République, et que je n'avais pas cautionné, les discours politiques peuvent se modifier à tout le temps. Vous ne me verrez pas, moi, une délégation, que ce soit de M23, AFC, quelque chose comme ça, en face de la délégation congolaise, discuter de la question de l'Est. J'aimerais causer avec la personne qui envoie ses patins. Et j'étais désolé de voir que le processus plutôt de Doha et de Washington a abouti à une signature d'un accord que Kagame lui-même n'acceptait pas qu'il soutenait les M23. Puisqu'il disait que les M23, ce sont les affaires des Congolais eux-mêmes. On avance. Après Doha, la RDC a eu quoi? Puisque là, le gouvernement, j'appuie ce qu'a dit mon co-débatteur, que jusque-là, il n'y a pas eu une communication éclairée de la part de porte-parole du gouvernement. Malgré ce briefing qui n'apporte pas encore... Quelle communication vous voulez? Mais on devait nous expliquer. Oui, puisqu'il a dit qu'il y a un souci sur le plan communicationnel. On devait informer à la population le processus de Doha. Le Congo va bénéficier quoi? Au-delà des délégations. Puisque toutes ces délégations-là, c'est les trésors publics qui les supportent. Alors les Africains aujourd'hui, nous sommes là. Oui. Je dois arriver. Oui. C'est par là que je vais chuter. On a vu Doha, à un certain moment, du poudre, et on ne sait pas qu'avec ce processus, les résolutions sont comment? On met de côté. On revient avec Washington.
On nous dit Kagame a reconnu, et ainsi de suite. Non, on a signé. Et les Américains qui, Donald Trump a dit, fini la guerre. La paix déjà en République démocratique du Congo est constatée. Mais ici à l'interne, les Congolais de l'Est en pâtissent. Ici, nous, il ne nous a pas dit, comme le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, la suite c'est comment? Puisque ici, où ville a été tombée. On parle de faits, on ne parle pas de personnes. Madame, j'en arrive. Nous avons besoin d'une communication de leur part. C'est que la question, je reviens sur ma question. Oui. C'est que Washington n'a pas réussi parce qu'après Washington, après Dewa, la situation à l'Est persiste. Ah oui. L'insécurité. Mais je vais chuter avec... Les Africains sont aujourd'hui... Oui, c'est pas là que je vais chuter. Au lieu d'aller mouiller non. dans le débat, oui. Est-ce que ces gens-là qui sont venus, ces anciens chefs d'État, mais pouvez me est-ce qu'on peut laisser... espérer à une paix? Mais c'est pas là que je vais chuter. Allez-y. Alors, ici avec Doha, et quoi, avec États-Unis, on nous a dit non, la guerre c'est fini, et ainsi de suite. Quelques jours après, Ouvira. Et par la suite, la pression américaine, que ces gens-là se retirent d'Ouvira. Moi, je l'avais dit, j'avais même tweeté. États-Unis est venu comme sapeur-pompier. Ici, Rwanda et la RDC, il y a feu. Comment expliquer que l'Amérique peut choisir d'atténuer le feu dans la chambre et laisser le feu tout autour de la parcelle et dans des salons? J'aimerais dire quoi par là? La même pression que l'Amérique a fait à FCM 23 de libérer Ouvira. Pourquoi ne pas faire cette même pression pour qu'on libère toutes les sites occupés? Si on peut nous donner la solution. Attendons voir. Alors, ici, avec les Africains, comme le collaborateur l'a dit, ici, la paix à l'est de notre pays, nous devons, nous d'abord, Congolais, être sincères envers nous-mêmes. C'est-à-dire? J'ai dit, je me résume que nous, Congolais, je n'ai pas ni personne, nous, Congolais, nous devons d'abord être sincères envers nous-mêmes. Aucune solution, j'ai dit aucune solution ne viendra éternellement des voisins. Même si j'ai un problème avec ma femme à la maison, si le pasteur venait avec des versets bibliques, si je n'accepte pas sincèrement, après son départ, je ne vais pas lui monter le feu. J'aimerais dire, ces gens-là viennent en appui. Ils ont leur cahier des charges. Ici, le Congo a besoin de la paix. Mais à quel prix? Le Rwanda a déclaré via Paul Kagame qu'il a besoin. Tout ce qui se passe, c'est au-delà même de Félix Tshisekedi. Ici, il y a question de la terre. Est-ce qu'au partage qui a été fait, est-ce qu'il y a-t-il une terre rwandaise en République démocratique du Congo? Et c'est après cette déclaration que vous avez vu quelques présidents de pays africains, et malgré quelques-uns ne sont pas également sincères envers nous. Nous cohabitons aussi ce qui se passe entre les Congo et l'Angola. Nous voyons ce qui se passe entre Sassou et la RDC. Alors, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ici, les autorités congolaises doivent d'abord s'assumer. Nous devons nous assumer comme l'État. Et par contre, attendre ce qui viendra de voisins. Puisqu'ils sont venus, le chef de l'État les avait reçus hier. Ils ont échangé. Ils ont allé à gauche, à droite. Mais il y a des carnets cachés qui ne sont pas encore jusqu'à révéler. La politique, ce n'est pas ce que nous analysons sur des plateaux de télévision. Ils ont leur carnet caché. Et vous savez quand est-ce que ça va s'éclater? C'est lorsqu'il n'y aura pas les attentes. Et c'est par là qu'on saura que nous, tel a perdu, tel a eu. Tout ce qu'on a ici, nous analysons par rapport à ce que nous avons constaté, par rapport à ce que nous avons suivi. Mais ceux qui se sont dit en cachette, ce sont eux qui connaissent les aboutissants. Nous-mêmes, d'abord, nous devons nous assumer. Éviter à frustrer les uns les autres. Évitons ça. Je l'ai toujours dit, Madame Gisèle, pouvez faire quelque chose, poser un acte envers moi. Je supporte. Mais vous prenez le même acte. Vous le posez contre le collaborateur, il ne supporte pas. Il peut prendre une arme, vous tuer. Donc ce qui est nécessaire envers nous ici, c'est que tout ce qu'on peut demander dehors, puisque
puisque les présidents de ces pays-là ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi des difficultés. Ils ont quoi à se reprocher aussi, quoi qu'ils viennent en appui par rapport à notre situation, et aussi dans leur pays, ça ne marche pas. Alors, ce que moi je demandais à nos autorités de la République démocratique du Congo, soyons sérieux, soyons sincères et assumons-nous comme un État. Et tout ce qui se passe, puisque vous ne me direz pas que Corneille Nangaa est un Rwandais, non? Vous ne me direz pas que les autres là qui alimentent les faits de gauche à droite sont des étrangers, non? Mais ce sont les Congolais. Mais pourquoi ils ont pris les armes? Ça, personne ne peut se poser la question. Ça, personne ne se pose la question. On cherche des solutions de gauche à droite. Ils ont un soutien du Rwanda. Vous avez suivi l'ambassadrice. Mais imaginez-vous lorsque vous avez suivi l'ambassadrice du Rwanda, qu'ils avaient accepté qu'ils soutiennent. Madame, j'ai dit ceci. Même Corneille Nangaa. J'ai dit, que ce soit Corneille Nangaa, les Bissinois et les autres, vous avez votre fils à la maison. Et l'enfant fuit la maison. Il se retrouve dans la rue. Et quelqu'un lui parle, ah, toi tu as des mécanismes de votre parcelle. Comment votre parcelle est constituée? Non, notre parcelle est comme ça. N'oubliez pas que Corneille Nangaa fut un président de la CENI. Il a la cartographie de la République démocratique du Congo. Alors, ce que moi je demanderais à nos autorités qui ont la solution à donner, tout ce que nous disons ici, puisque nous ne vivons pas à l'Est, madame, imaginez-vous qu'une jeune fille d'où on a coupé des mains, pas parent, ni collègue, ni ami, ni frère, comment cette dame va vivre? Et ici, on peut tout dire, on se permet à tout dire, on s'est écouté, l'autre a fait ça, l'autre a fait l'autre. Et restons ici fermes. Non, nous devons, nous les Congolais, nous devons être sincères et sérieux, en commençant par les autorités jusqu'à... J'ai réduit quelques mots, hein. Sincère, sérieux, s'assumer. Vous sous-entendez quoi? Parce que vous appelez à la sincérité, voilà, à s'assumer. C'est pour dire que aujourd'hui, dans notre pays, quoi que les Africains soient venus. Hier, là, j'étais à quelques mètres de leur réunion. Alléluia. J'ai vu une maman qui venait dire, et me pose la question, papa, je vois des véhicules qui entrent chez les présidents. Et on me dira que ce sont des présidents d'autres pays africains. Ils viennent chercher quoi chez nous? Alors, ils sont venus pour nous trouver des solutions. Alors, mais nos autorités font quoi pour nous trouver des solutions? Puisque nous sommes payés par rapport à ce que nous nous donnons. Ça, c'est la réflexion des citoyens lambda. Et la maman là a droit à la vie. Donc, c'est-à-dire, elle a fait l'analyse de ce qu'elle voit. Mais comment ils laissent leurs problèmes dans leur pays? Ils viennent que chez nous. Ils viennent pour nous voler. Donc la solution pour la paix à l'Est. Pour la paix à l'Est, nous devons d'abord nous réunir à l'interne, c'est dire la vérité en face, comme nous-mêmes l'avons dit. Oublions tous ceux qui nous ont divisés jusqu'à aujourd'hui. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Merci, M. Benoît Guélor. Alors, Confiance Kiawete. La solution, est-ce que ces chefs d'État africains, ces anciens chefs d'État, vont apporter quelque chose pour le retour de la paix? On peut s'attendre à une solution pour la paix à l'Est. Après Washington, après Doha. Donc l'Afrique. Hein? Madame Gisèle, moi déjà, depuis un temps, je ne fais plus confiance à la communauté internationale, dans son ensemble. C'est une communauté qui, je juge être hypocrite vis-à-vis de la République démocratique du Congo, surtout avec cette situation sécuritaire fragile dans sa partie Est. Madame Gisèle, tous ces anciens chefs d'État-là, les facilitateurs, qui sont venus à Kinshasa et qui hier étaient avec le président de la République, mais ils ont défilé ici de manière individuelle à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que cela a apporté comme solution? Parce que la solution sera constatée. La solution ne sera pas imaginée ou ne sera pas analysée. Mais la solution sera constatée. C'est-à-dire, nous verrons qu'à l'Est, les sangs ne coulent plus. Nous verrons qu'à l'Est, nos mamans ne sont plus violées. Nos sœurs ne sont plus violées. Les enfants ne sont plus tués. Mais qu'ils défilent ici maintenant qu'ils sont encore venus une fois de plus. Pendant qu'ils viennent là, à l'Est,
il y a des coins où Kinshasa ne contrôle plus. Ça fait des temps. Je parle ici, je fais allusion notamment à Goma, Bukavu et j'en passe. Madame Gisèle, ces anciens chefs d'État, ils sont ici. Notre président, très souvent, il intervient au niveau de la communauté internationale pour étaler la situation sécuritaire à l'Est. Mais il y a de l'hypocrisie. Mais madame, il y a aussi quelque chose que moi je ne comprends pas. Pourquoi très souvent ils commencent d'abord par Kinshasa et puis quand ils finissent à Kinshasa, ils partent à Kigali? Pourquoi toujours le même schéma là? Pourquoi ne pas commencer aussi un jour à Kigali et venir terminer la le début de... Madame, il commence à venir ici. À un certain moment, moi je me dis, cette communauté internationale est tellement hypocrite qu'elle nous roule. Elle nous roule pratiquement. Elle nous donne l'impression, comme si elle est avec nous, que ce soit au niveau de l'Union africaine, quel que soit au niveau de l'Union européenne, même les États-Unis d'Amérique. Nous avons tous vu l'interview de Donald Trump, comment il disait qu'il était là, on l'a appelé pour venir, pour aller chercher le minerai en République démocratique du Congo. Vous voyez là, il lisait seulement l'expression façade de Donald Trump. Mais c'est quelqu'un qui s'est moqué de nous. Madame, je rejoins la chute de Benoît. Oui. La solution ici, à un certain moment, elle doit être congolaise. C'est-à-dire les Congolais doivent se regarder en face, se dire des vérités, parce que nous tous, bien sûr, en tant que Congolais, on peut avoir des points divergents. Mais les points communs que nous avons, c'est les Congos. Les points communs que nous avons, ce sont le superficie qu'on a bénéficié en 1885 lors de la conférence de Berlin. Pour l'intérêt du Congo, nous devons se regarder en face et c'est dire des vérités. Le dialogue. Comment expliquer? Oui, madame, mais comment expliquer? Mais le gouvernement dit qu'il n'y aura pas, on ne peut pas dialoguer avec des gens qui coalisent avec ceux qui nous font du mal. À un certain moment, madame, je me demande aussi comment un Congolais peut tuer son frère. Peu importe la raison, la vie est sacrée. Il y a plusieurs manières de revendiquer. Je préfère même pour une personne frustrée d'aller peut-être en exil, se reposer en exil. Demain, s'il y a dialogue, il viendra facilement, il pourra participer. Mais ça fait mal. Vous savez, aujourd'hui, s'il faut prendre un enfant qui a vu sa maman être violée à sa présence. Un enfant de 10 ans qui a vu sa maman être violée à sa présence. Maintenant, vous lui dites que voilà, il y aura dialogue. Ce sont les bourreaux, ceux qui ont tué sa maman, iront négocier pour le diriger demain. Vous savez ce que ça fait? Parce que je ne comprends pas comment un Congolais qui aime son pays, il peut aller tuer son frère. Quelle que soit la raison. Il y a plusieurs manières de revendiquer. Mais je ne supporte pas, je le dis toujours depuis un temps, moi je ne supporte pas voir un Congolais en train de tuer ses frères. Ceux qui ont pris les armes aujourd'hui, ce sont des Congolais. Ils ne tuent pas les Rwandais, ils ne tuent pas au Rwanda. Ils tuent au Congo, ils tuent les Congolais. À un certain moment, madame, il n'y a pas de Blancs qui se battent ou qui tuent à l'Est. Bien sûr, on parle du Rwanda. Très souvent, non, il y a les troupes rwandaises qui sont qui opèrent aussi à l'Est et qui commettent des dégâts à l'Est, là sur place. Mais est-ce qu'il y a toujours des Rwandais? Non. Les Rwandais viennent en appui. Pour appuyer, c'est qu'il y a quand même des Congolais qui eux-mêmes ont pris les armes et les Rwandais les appuient certainement. Les Rwandais apportent leur soutien. Vous avez évoqué tout à l'heure tout à l'heure ici l'intervention de l'ambassadeur du Rwanda. Corneille Nangaa aussi l'a confirmé. Ils sont soutenus par les Rwandais. Madame, la solution de notre situation ne viendra pas de l'extérieur parce que ça fait autant d'années que cette solution-là est cherchée à l'extérieur. On n'en a pas jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on se parle. Il est temps. C'est-à-dire que si on se met sur une table après... Il est temps d'échanger de stratégie, madame. Il est temps d'échanger de stratégie parce que si il n'y a pas de tout, je donne un exemple, je l'ai dit tantôt ici, mais je vais essayer
de l'expliquer un peu de manière détaillée. Il n'y a pas de troupes congolais à l'est pour tuer. Les Rwandais vont soutenir qui? Ils soutiennent les Congolais qui tuent. Mais si maintenant, il n'y a plus de Congolais qui tuent, ou il n'y a plus de Congolais qui terrorisent, les Rwandais vont soutenir qui? Merci. Alors, dans cette quête de la paix à l'Est, il y a également des voix qui s'élèvent, dialogue, mais qui disent qu'on doit aussi changer les gouvernements parce qu'on trouve que ça ne marche pas au pays. Mais un nouveau gouvernement, pourquoi faire? Ce ne sera pas un premier gouvernement, Isaac Mouedi. Bon, Gisèle, avant d'aborder cette question, permettez-moi de rectifier quelque chose parce que c'est une émission pédagogique. Pendant que j'intervenais, il y a eu un lapsus linguae, comme on dit à la terre. J'ai dit Kagame peut utiliser sa dernière calibre, la calibre. On dit le calibre. C'était une erreur. On appelle ça un lapsus linguae. Je devrais corriger ça dans la même émission, sinon. Il y a des gens il y a des gens à qui on a donné le cours de français. Vont couper seulement la Il y a des gens à qui on a donné le cours de français en anglais. Ah, le milieu la place à aller parce qu'ici, quand quelqu'un commet une telle faute, il n'a pas étudié. Donc je devais rectifier ça. Merci Isaac. Mais non, j'ai toujours soutenu un remaniement. Remaniement signifie que les choses ne marchent pas très bien. Le remaniement signifie que quelque part, il y a des failles. Je pense que malheureusement dans notre contexte ici, ça ne vaut pas la peine parce que même si on remanie aujourd'hui, ça sera un remaniement politique. Certains ministres qui ne sont pas à la hauteur ne partiront pas. C'est un peu ça. Mais du moins la vérité, il y a des secteurs où ça ne marche pas. On n'a même pas besoin d'avoir 4 yeux pour voir que ça ne marche pas. Le secteur de la santé intérieure surtout, regardez les désordres qu'on a dans la circulation. C'est comme s'il n'y a pas un ministre de l'Intérieur. Regardez le commerce extérieur. Vous achetez des trucs. Parce que vous avez parlé de remaniement, non? On remanie quand ça ne va pas, ou bien améliorer. Lorsque vous achetez un produit qui est proche à la péremption ou un produit qui ne peut plus être consommé. C'est-à-dire, quelque part, c'est les attributions du commerce extérieur. Il y a l'OCC qui doit veiller à tout ce que nous consommons. Combien de fois vous entrez dans l'alimentation, vous achetez des produits proches à la péremption? Là, si on doit remanier ce secteur, on doit le faire. Mais malheureusement, les remaniements ici se déroulent toujours de façon politique. C'est ce qui est mauvais. Mais la vérité, on remanie quand ça ne va pas. Ou quand mais ça ne sera pas un premier remaniement de ce... Vous savez, hein, moi j'ai la malchance peut-être, ou la chance d'avoir vécu pendant ma jeunesse, j'ai vu comment Mobutu dirigeait. À l'époque de Mobutu, il y avait même les gouvernements qui faisaient un mois seulement. Quand ça ne marchait pas. Quand ça ne marchait pas, on fait partie de tous les gouvernements. J'ai dit ceci, d'abord, quand le Premier ministre se révèle incompétent, sa responsabilité est collective. Donc si on doit démettre le Premier ministre, c'est tout le gouvernement qui tombe. Mais si c'est 2 ou 3, 4, 5 ministres qui se méconduisent, le Premier ministre restera, on va juste le changer comme on l'a soumis à deux, non? Quand le Premier ministre n'est pas à la hauteur et que lui doit partir, c'est tout le gouvernement qui va tomber. Mais l'impression qu'on a, c'est que ces remaniements n'apportent rien en change. C'est pour ça que je dis, hein, c'est parce que ça se passe de manière politique, c'est politique. Soit quelqu'un qui n'était pas au pouvoir, il veut entrer, il n'y a pas un Goliath. Mais si c'est vraiment, on doit considérer... Madame, regardez la cité, comment les riches sont sales. Si vous regardez le ministère de la Santé publique, le ministre de la Santé publique a la charge d'assurer l'hygiène publique. Donc, si vous avez une idée sur les attributions de chaque ministère, vous comprendrez que, je ne sais pas, je suis désolé. Donc, plusieurs ministres doivent partir. Comment vous pouvez me faire comprendre dans une ville comme Kinshasa, une moto transportant 4 personnes, madame? 4 personnes, vous comptez 1, 2, 3, 4. Pas en cachette, mais en public. Or, le ministère de l'Intérieur a la charge de la protection des personnes et de leurs biens. Assurer la sécurité publique. Sous notre essieu, une moto ne peut conduire qu'une ou 2 personnes avec casque. Parce que la chaussée est goudronnée. Donc, moins d'accidents si la tête touche le goudron, vous êtes parti. Bon, sécuriser les gens, vous devez exiger casque. Mais regardez,
Intérieur seulement. Mais comme c'est quelqu'un de l'UDPS, il sera toujours là. Jacques Chabadi, je suis désolé. Donc vous ne me parlez pas de... Mais vous allez quand même s'interroger, qu'est-ce qui empêche le ministre de bien travailler? Bon, vous savez, le pouvoir politique, c'est comme la viande de tortue. La viande de tortue, c'est une viande succulente. Donnez ça à quelqu'un qui n'a pas de dents, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? La viande est là, mais vous n'avez pas de dents. Donc là, c'est des compétences. Interprétez comme vous voulez, moi je parle des choses sérieuses maintenant, qui comprennent qui peut. Le pouvoir politique, je le dis, c'est comme la viande de tortue. Si vous donnez ça à quelqu'un qui n'a pas de dents, il ne saura pas manger ça. Qu'est-ce que les gouvernements qui sont censés succéder, là, Bénin, je sais à vous, à la tête du pays, ont apporté? Est-ce qu'on parle encore des rémunérations? Est-ce que les vrais problèmes ou à des solutions qui rangent les pays, c'est les rémunérations ou les problèmes est ailleurs? Le problème est ailleurs. Je vais commencer par là, puisque il faut qu'on commence d'abord en 2019. Puisque les remaniements qui s'étendent déjà, c'est le président de la République qui doit les faire. Et moi, je constate que ce n'est pas le remaniement, mais sinon, je vais chercher un mot. Je commence avec FCC Cash. Après 2 ans, le président de la République a dit que FCC ne lui a pas aidé pendant 2 ans de redonner l'image de la République démocratique du Congo. Un discours de 6 minutes, on a oublié le FCC Cash. On vient avec Sam 1. Sam Lukonde est venu, quelqu'un digne, il doit donner le meilleur de lui-même. D'abord un projet qu'il avait d'abord lancé, depuis qu'il était Premier ministre, qui s'est à 0 tour. Et depuis le lancement du projet, jusqu'à tel point que Sam Lukonde a quitté la primature, nous ne savons pas que ce projet-là a apporté quoi à la ville. On quitte de Sam 1, Sam 2. Et Sam 2, on a vu les mêmes personnes, on fait quitter la personne à droite, on ramène la personne à gauche. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons des ministres experts en tout. Nous avons un ministre qui est expert en économie, lui-même expert en environnement, lui-même expert en matière sécuritaire. Nous ne savons pas, en Europe, là, est-ce qu'il y a des institutions que nos ministres ont appréhendé l'expertise d'être experts partout. Et nous avons des ministres chefs coutumiers. Ils ne quittent pas les gouvernements, quel que soit leur bilan. Je vais citer le nom de quelques-uns, puisqu'on doit nous se dire la vérité en face. On quitte Samadé, nous venons avec Madame Judith. Moi je l'avais dit, Madame Judith, la chance est là, mais elle ne doit pas se faire bien entourer. Je l'avais dit. Parce qu'on a nommé Madame Judith, j'ai dit, avec la maman, oui, ça peut donner quelque chose, mais si la maman a une difficulté de nous préparer une vraie sauce, ça risque qu'elle se fait entourer de personnes qui ne pourront pas l'aider. On quitte Madame Judith 1, on arrive à Judith 2. On trouve le même figure, mais on échange les ministères. Ça, est-ce qu'on peut appeler remaniement? Est-ce que ça peut s'appeler le remaniement? Le seul ministre qui a échoué dans tel secteur est reconnu dans un autre secteur. Je prends par exemple le cas du ministre de l'INC, Mukoko Sam. Depuis qu'il est là. De l'INC? Il est de l'UDPS actuellement. Non, non, il est de l'INC. Il n'est pas de l'INC. Non, il est de l'UDPS actuellement. Il est de Barumbou, c'est qui le nom? Ça va arriver, continuez. Oui, ça doit arriver. Depuis qu'il est là, qui peut me dire en France et dire que non, ce ministre a produit quelque chose? Écartons Jean-Pierre Liaou. Écartons Liaou, personne ne peut contredire Liaou aujourd'hui. Même si Jésus prenait la tête de la République démocratique du Congo, c'est le seul ministre qui sera nommé. Selon vous, hein? Selon le travail qu'il a battu. C'est pas selon moi. Poser la question aux fonctionnaires de l'État, même le chef de l'État, c'est que Jean-Pierre Liaou a fait quelque chose. Moi, j'avais demandé au président de la République, pourquoi le ministère de la Défense avait un souci, et on est allé vite à remplacer Jean-Pierre Mbemba dans ce ministère. Puisque la présence de Mbemba dans le ministère de la Défense
territoire ne tombait pas, mais aujourd'hui on a un souci. Personne ne peut se voiler la face. Si on ne se dit pas la vérité, ben peut-être on ne veut pas que ces pays avancent. Je ne condamne ou je ne critique pas l'un et l'autre, mais il y a un souci. Prenons par exemple la sécurité. J'ai vu quelqu'un jeter des fleurs à Maître Jacquemain Chabani, qu'on ne critique pas, mais on doit rappeler quelque chose, que la sécurité d'un pays ne dépend pas de la couleur de la personne. La sécurité d'un pays, si un enfant a tenu l'arme à la main, on ne peut pas poser la question, cet enfant à quel âge? Mais ici, il se pose un problème à Kinshasa. La personne entre... Moi j'ai été visité par ces bandits à main armée. Et lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouvrez la maison, c'est la police nationale congolaise. Si vous refusez d'ouvrir la maison, écoutez, ces gens vont forcer à tout prix, dès qu'ils entrent, le sort vous appartient. Et j'appelle la police, au cours, la police me dira, j'ai l'arme mais il n'y a pas de munitions. Ça c'est la sécurité dans la capitale. La personne ne peut dire qu'à Maître Jacquemain Chabani qui a écopé un fiasco là-dessus, non. Mais ici, par rapport à votre question du remaniement, le président de la République, avec son équipe, ils doivent d'abord travailler sur les personnalités. Et aussi regarder le parcours de la personne qu'on peut donner une responsabilité quelconque. Mais il y a ceux-là qui ont des parcours, qui ont été... Maman, nous avons reçu... Des professeurs. Kabila a géré avec des professeurs. Personne ne peut me contredire. Kabila a géré avec des professeurs. Mais vous voyez un professeur dans son secteur, il dit que moi j'ai bien travaillé. Mais on dit que Kabila n'a pas géré bien les pays. Le régime de Kabila n'a pas bien géré les pays. Mais quelqu'un parmi ce régime-là dit, dans mon secteur, moi j'avais bien travaillé. C'est le même cas avec le président Félix Tshisekedi. Il y a des ministres qui ne veulent pas quitter le gouvernement. Mais pour quel bilan? Prenons par exemple le cas de Guy Luando. Combien il a baladé le ministère? Et quel est le bilan? Puisque vous ne voulez pas qu'on cite les noms, oui, mais on doit quand même dire à la population, il a baladé autant de ministères. C'est quoi le bilan? Alors, si peut-être dans ces remaniements, on dit non, écoutez, vous avez géré tant de ministères, vous avez donné ce que vous pouvez donner, cette fois-ci, quittez quand même le gouvernement. Il sera frustré. Tu es frustré pour avoir donné quoi à la République? Ici, le président de la République... Ils sont dans l'union sacrée, ils entendent les noms de l'union sacrée, non, l'union sacrée ne doit pas remplacer toute la République. Il y a beaucoup de députés au Parlement, ça compte aussi par rapport à ça. Non, mais normalement, les ministres, on les juge sur base de leurs attributions. Chaque fois, la primature sort une ordonnance donnant attribution de chaque ministre. C'est à partir de ces attributions qu'on peut les juger. Mais c'est ce que moi je demande. Quand on dit par exemple le ministère de Relations avec le Parlement, il y a ses attributions. Ministère de Santé publique, il y a des attributions. Oui. Mais c'est sûr que de ces attributions-là que vous avez cité Guy Luando qui était... Il a parcouru autant de ministères, mais le résultat de parfois, regardez ce qui se passe. Vous pouvez être au gouvernement, vous gérez très bien. D'accord? On remarque que de l'autre côté là-bas, on ne gère pas très bien. Oui. Mais on pense qu'avec votre compétence, vous pouvez aller arranger les choses là-bas. On peut vous muter. C'est peut-être dans ce sens que parfois, quelqu'un qui était dans le gouvernement, il est muté ailleurs. Quand vous voyez une mutation, signifie qu'il y avait une raison. Avec un bilan. Le bilan. Peut-être il a un service de communication. Approcher ce service, demandez-le qu'est-ce que le bilan, le résultat peut se résumer via de communication. Comment vous pouvez juger son Je n'ai pas jugé. Dans la pratique, parce que vous avez dit, vous ne voyez rien. Non, j'ai dit. Non, selon vous. Selon vous, moi j'ai demandé, j'ai dit, prenons par exemple Guy Luando, il a baladé dans plusieurs ministères. Oui, il y a des raisons. Qu'importe. Mais les résultats, c'est voilà, les résultats, moi j'ai besoin du résultat. Merci, je cite en disant ceci. Le président de la République, à un certain moment, l'équipe que le gouvernement ou le président de la République envoie pour faire le casting, cette équipe-là n'aide pas le président. Puisqu'on peut tout dire au président de la République, peut-être les animateurs posent problème. Est-ce que madame la première ministre, Judith Touloukoua, frappe la main sur la table?
est-ce que Madame Judith frappe la main sur la table? Prenons par exemple le cas du ministère des Transports. Là, directement chez le ministre national Jean-Pierre Mbemba. Je vais chuter par là, avec Jean-Pierre Mbemba. Je vais chuter par là. Ici, il y a un petit problème dans ce secteur. Qu'est-ce qui se passe? Ici, à l'entame, on a assisté à un système qui était instauré de sens unique selon les heures. J'ai parcouru dans le code de route en République démocratique du Congo, je n'avais pas vu ça. Je me suis posé la question de savoir, ce système était superficiel ou un système qui venait du ciel, il fallait que les Congolais s'adaptent. À un certain moment, le système est reparti. Deuxième cas, je vais chuter par là. Je sais qu'avec le cas de Jean-Pierre Mbemba, ça va faire, mais il est ministre de mon pays. Il a aussi l'oreille d'écouter ce que je peux apporter comme une solution. Alors, confiance mais je n'ai pas fini, madame. Vous avez pris votre temps d'antenne. Confiance Kawete, c'est possible. Je reviens à vous. Confiance Kawete. Merci madame. La question que je me pose est celle de savoir, mais comment on nomme, parce que c'est un remaniement de plus sous Félix Tshisekedi, c'est un remaniement de plus. Mais comment on arrive à nommer ces gens-là? Est-ce qu'il y a-t-il un casting? On n'a pas encore remanié. Non, oui. C'est ça que les gens disent, on sent un peu de l'agitation, on n'a pas... Par rapport aux rumeurs. Oui. Par rapport aux rumeurs. On sent de l'agitation du côté de... Voilà. On sent ça. C'est ce que je dis maintenant. Chaque ministre veut montrer de quoi il est capable. Maintenant, je dis, y a-t-il un casting qui est comme ça fait au préalable, qui amène à toutes ces dominations-là? Parce que si oui, comment ça fait-il ou comment expliquer tous ces gouvernements qui se succèdent, mais sur terrain, il n'y a pas d'impact? On ne constate rien. Il y a la majeure partie des ministres qui ont succédé ici, je dirais même sous Félix, c'est que non seulement sous Félix, parce que c'est lui qui est encore aux affaires. Ceux qui travaillent réellement, le ministre qui travaille réellement et qu'on voit du résultat palpable, ils sont minoritaires. Pour la plupart, majoritairement parlant, ils échouent. On ne voit pas de résultats dans leur secteur. Mais cette pratique aussi de pouvoir bouger les ministres, moi je vous dis, cette pratique de pouvoir bouger les ministres, on prend un ministre ici, on l'amène là-bas, c'est comme si on était en train de tâtonner. On vous prend ici, bon, c'est comme un coach sur terrain. Il prend ça dépend aussi du nombre de députés que le parti a. Et c'est beaucoup de députés. Vous avez pratiquement rafraîchi la mémoire, c'est vrai, j'avais noté ça quelque part. Parlons du casting. Moi, je pense à un certain moment, le président de la République, c'est lui qui a été voté, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Il dit, voilà, c'est lui qui doit choisir. Mais cette pratique-là de pouvoir donner des noms, on vous donne des noms de personnes que vous ne maîtrisez pas. Des personnes que vous ne savez pas, on vous envoie le nom, même si on vous envoie 3 noms. Et lui, il maîtrise tout le monde. Oui. Les chefs d'État maîtrisent tout le monde. Mais dans un gouvernement, on va parler aussi de... Je parle aussi de la taille. Est-il normal que nous puissions avoir, avec toute la situation que nous avons ici, avec les urgences que nous avons, un gouvernement de plus de 50 membres, est-il vraiment réellement important? On ne peut pas avoir un gouvernement de 20 membres. Essayez de réduire un peu le ministère. Nous avons ici la situation sécuritaire, qui est à l'est plutôt, qui nécessite des moyens, qui nécessite beaucoup plus de moyens. Bon, ici, je voudrais assez que si réellement il y a casting, qu'on change un peu la méthode, que le chef lui-même choisisse, ait la liberté de choisir, parce que c'est son mandat. Qu'il lui-même choisisse, parce que tout ce que ces ministres-là vont faire, ou tout ce que ces ministres-là font, directement, on le lie au mandat du chef. Donc, d'où le chef, pour moi, le chef de l'État doit avoir la liberté, lui-même, de pouvoir choisir ses propres gens, ses propres soldats, ses propres joueurs qu'il va placer au poste et au rôle que lui-même estime. Cette histoire de pouvoir recommander les histoires des noms du parti politique, on a dit ça, non. Mais aussi les jeunes, la représentation des jeunes. Les jeunes, sont-ils vraiment représentés? Mais vous avez Grâce Coutinho qui est jeune. Vous cherchez encore des calibres chez Grâce. C'est encore un autre sujet assez vaste. Je ne m'irai pas. Merci, confiance. Donc cette fois-ci, il y aura remaniement. En tout cas, qu'ils tiennent compte aussi de la représentation
de jeunes, mais qu'on change aussi la méthode de désignation. Voilà, émission nous intéressant. Isaac, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste clarifier l'opinion sur les attributions de chaque ministère. Ça, c'est très, très sérieux. Je vais vous donner un exemple très simple. Parce que le frère a parlé du transport. L'intitulé du ministère, c'est Transport et Voies des Communications. Ouais. Vous voyez? Mais vous avez le ministère des Infrastructures et Travaux Publics qui s'occupe des érections de routes et tout là. Et vous avez le ministère de l'Intérieur qui assure la sécurité. Problème de la réglementation routière en principe. Réglementation routière, comme le frère a développé, problème de sens là. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est pas le ministère des Transports. Mais ça a été dit... Non, j'arrive. Attendez, il termine. Je vous dis, il ne faut pas mélanger les attributions des ministres. Vous avez le transport, vous avez aussi l'intérieur. Ouais. La réglementation routière, ça relève du ministère de l'Intérieur, pas le transport. C'est pourquoi le CP, police routière, c'est l'intérieur, c'est pas le transport. Mais comme c'est dans la rue, la confusion, parfois je vois quelqu'un, puis c'est eux qui t'attendent, même c'est l'autre côté. Le ministère des Transports n'a pas la charge de veiller sur le pouvoir d'achat des Congolais. C'est le ministère de l'économie. On fixe le prix. Si on ne respecte pas le prix, ce n'est pas le transport. C'est le ministère de l'économie qui a la charge de veiller au pouvoir d'achat des Congolais. Mais on appelle à l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant attribution de chaque ministère, vous comprenez. Merci Isaac. Alors, on respecte les attributions. Chaque ministre doit respecter les attributions. Il faut qu'on diffuse ça. Pour que la population ait la connaissance de savoir qui doit faire quoi. J'aimerais placer un petit mot, d'abord avant grâce par rapport à ce que, puisque le message là était lancé dans le Conseil des ministres. Non. Voilà. Je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas y revenir puisque... Vous pouvez comprendre la différence entre transport intérieur. Alors si le même... Mais transport a ses attributions, intérieur a ses attributions. Alors, vous parlez des problèmes des chaussées à la sens. Alors, si cela provenait du ministère des Transports, la population sera... Non, j'ai dit ceci. Ce ne sont pas les attributions du ministre du Transport. Alors, mais si cela provenait du ministère... Voilà. Alors, je vais placer un petit mot par rapport à ce que l'ami avait dit dans le ministère de la Jeunesse, que les jeunes soient récompensés cette fois-ci. Je dois y placer quand même un petit mot. Pas récompensé. S'il vous plaît, qu'on tienne compte de la jeunesse. Quelle jeunesse? S'il vous plaît, nous sommes en face d'une jeunesse qui est récompensée puisque son papa avait fait telle chose. Non. S'il vous plaît. Non. Je ne veux pas vous citer le nom des gens ici. Nous devons reconnaître que... Non, s'il vous plaît, cher ami. Ici, il y a un... Non. Merci, je prends la C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Nous, les jeunes également, nous devons être aussi reconnus par les autorités. Ce n'est pas parce que nos parents auraient fait telle chose ou telle chose, mais par rapport à la compétence. Si quelqu'un vient d'ailleurs et que même son papa n'est pas connu, ok? À ce moment-là, si madame est capable d'assumer le ministère peut-être de la communication et médias du gouvernement, alors il n'y a pas un parcours peut-être que son papa aurait fait ça mais dans un parti politique. Mais elle a la compétence de travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Alors ici, nous sommes en face des politiciens qui se donnent les fonctions entre eux. Si peut-être toi tu as l'art de communiquer, papa est là. Il a l'air peut-être d'orienter ou de donner l'expertise dans un secteur quelconque. Mais il n'est pas politicien. Alors son expertise dans notre pays fait quoi? Alors tellement qu'il n'est pas dans un parti politique et reconnu, à ce moment-là, tout ce qu'il va apporter pour la nation est écarté. Et on nous prend des personnes qui sont là seulement, alors dans tout ça, qui empathie, c'est la population. Nous devons dire la vérité aux autorités. Ici, si quelqu'un est compétent, pas qu'il ne fait pas partie dans un parti politique et qu'il a la compétence, il faut lancer même d'offres. À ce moment-là, pourquoi ne pas remplacer grâce au Coutinho qui ne fait pas quelque chose, puisque j'ai l'expertise de relever ce ministère. Alors si dans ce remaniement que le président m'est récompensé, alors les jeunes, les mamans de Gisèle et les autres vont m'accompagner et on doit donner les meilleurs bénéfices. Merci, monsieur Benoît Guélor-Toumba. Merci. Merci, madame Gisèle. Merci, confiance Kawete. Merci, madame. Merci, Isaac Menza. Merci, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri. Voilà, monsieur. Bon début de week-end. Rendez-vous est pris pour lundi.
Au revoir.